Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse. Et oui, c'est un geste, la tendresse, un mot, un sourire, quand on oublie que tous les deux, on a grandi, André Berkoff, cette sublime chanson de Daniel Guichard, qui est notre invité jusqu'à 14h sur Sud Radio. Oui, une des nombreuses sublimes chansons de Daniel Guichard, qui est vraiment un chanteur populaire dans le sens le plus noble du terme. Vous savez, les chansons, on va pas épiloguer là-dessus. Les chansons, c'est très simple. C'est quand de génération en génération, on se les transmet, on est là, on les connaît par cœur. Elles font partie de nous. Et Daniel Guichard, il fait partie, évidemment, de nous. 56 ans de carrière, 23 albums. On va pas citer tout, on en reparlera. Mon vieux, faut pas pleurer comme ça. Je viens de parler dans Le Gitan, Anna, dédiée à Anne Frank, etc. Et la dernière, on va arrêter là. Ursula von der Leyen, notre grande héroïne nationale, notre Marie Curie à nous. On va en parler. Notre reine, absolument. Et oui, notre reine à laquelle vous venez de consacrer une chanson que l'on va écouter dans un instant. Daniel Guichard, vous êtes notre invité jusqu'à 14h sur Sud Radio. Vous êtes à partir de dimanche en tournée dans toute la France. Vous nous direz tout dans un instant. Et chers auditeurs, donc si vous voulez dialoguer en direct avec Daniel Guichard, on va vous donner la parole avant 14h. Alors appelez tout de suite le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Ouais, et ben Céline, cette chanson, je le dis, mais je sais que je suis pas le seul, loin de là. Je ne peux pas l'écouter sans avoir les larmes aux yeux. Parce qu'on ne peut pas ne pas penser, tu vois là, à chacun à son père, à ce qu'on a vécu. Et ce qui est formidable, c'est que ce que vous montrez là, Daniel, c'est... En fait, il y a eu un peuple qui était à la fois lui-même, digne de lui-même, et humble. Il y avait de l'humilité. Et silencieux. Et silencieux, parce que nos parents avaient tellement pris sur la tête, ils avaient tellement ramassé avec les guerres, avec toutes les difficultés de la vie, que pour dire je t'aime, c'était impossible. Ils prenaient dans les bras de temps en temps, ils rentraient tard, ils partaient tôt, ils étaient fatigués. Qu'est-ce qu'ils faisaient, pardon, mon père travaillait en usine, il était soudeur à l'arc, soudeur autogène. Il partait par les premiers métros, je crois que c'était du côté de Levallois, et il rentrait, il était 6h30, 7h. Le côté 35 heures par semaine, il connaissait pas vraiment. Et ma mère faisait des ménages. Et puis après, un jour, des gens achetaient tout l'immeuble pour stocker des chemises en gros. Et il y avait quasiment pas de locataires. Et elle était gardienne de l'immeuble, quoi. Et oui, et comme vous le dites dans la chanson, est-ce que vous regrettez d'avoir passé des années à côté de lui sans le regarder, Daniel Guichard? Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai été con quand j'avais 15 piges, oui. Mais je crois que de toute façon, quand on est môme, on est immortel. Et le reste du monde, on n'en a rien à cirer. Et à partir de là, mon père, il parlait pas beaucoup. Je crois qu'il m'a juste... On disait taiseux, c'est ça? Oui, mais ils étaient tous comme ça. Ils étaient tous, parce que mon père m'a jamais raconté sa guerre. Il n'a jamais raconté Dunkerque. Ma mère m'a jamais raconté la déportation et les usines où elle a travaillé en Allemagne. Elle était russo-polono-ukrainienne. Donc, ce qui se passe du côté de Kiev, je connais. J'y suis allé quand j'étais gosse. Et oui, elle a été déportée à Dunkerque et c'est là qu'elle a rencontré... Mon père était prisonnier. Il était français. Il a été bloqué
par la guerre. Ils ont été ramassés prisonniers de guerre, comme on disait dans les camps de vacances à Adolphe, Kriegsgefangener. Et il a travaillé dans des usines avec les bombes qui tombaient de tous les côtés. Mon frère est né en Allemagne et ma mère est allée le chercher dans les décombres de l'hôpital qui était bombardé par les Américains. Donc mes parents m'ont jamais raconté la guerre. Comme mes copains juifs du quartier où on était, au Carreau du Temple, les parents avaient des lettres en bleu sur le bras. Jamais ils parlaient, jamais ils racontaient ça. Parce qu'ils disaient, on nous croirait pas. Mon père m'en a jamais parlé et en réalité, on peut comprendre pourquoi ils étaient silencieux. Et pourquoi ils disaient pas je t'aime. Et on avait du mal, nous, parce que quand on était un peu mômes, les mômes, ça comprend rien et c'est normal. Et puis on a envie que les parents nous allez. C'est-à-dire que c'est toujours mieux ailleurs. C'est-à-dire que les parents autoritaires, les parents qui à côté, ils sont pas autoritaires, on a envie d'être chez le copain. Et inversement, les parents sont autoritaires, on dit chez nous ça manque, on n'est jamais content de rien. Mais le temps passe et on s'aperçoit des choses qui manquent après. Et oui. Et aujourd'hui, si votre papa était près de vous, Daniel Guichard, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? D'abord, il aurait 104 ans et j'aimerais lui dire pardon. C'est une des rares personnes à qui j'aimerais dire pardon. J'ai pas fait de choses gravissimes qui l'ont blessé, mais pardon de quoi ? Pardon d'avoir été un petit con, simplement. Parce qu'on peut pas tout savoir au début. Alors c'est vrai que il y a toujours cette phrase que j'ai lue un jour dans un livre et que j'ai fait mienne, c'est pardonner aux autres, c'est le début de la sagesse. Se pardonner à soi-même, c'est le début de la sérénité. Je commence un tout petit peu à être moins con. Oui. Alors votre papa est mort, vous aviez 15 ans, c'était en 1963. Quel souvenir gardez-vous de cette époque ? De cette époque ou de mon père ? De cette époque, que faisiez-vous vous-même ? Les années 63, c'est Twist Again, c'est les Rolling Stones, je crois que Bob Dylan commençait à pointer son nez avec Hugo Frey, c'était Sheila bien entendu, et Salut les copains, avec les maisons, les piscines, les voitures américaines, le triomphe, le succès, et comment dire, l'espèce de fantasme de sortir de l'ambiance du lycée. Et envie d'être chanteur, déjà ? Oui, parce que j'avais déjà dérouillé quand j'étais petit, quand j'avais 4-5 ans, ma mère était fière de ma voix et je chantais toutes les chansons de Tino Rossi sur les marches de l'escalier. Je lui ai raconté un jour à Tino, ça l'a fait marrer d'ailleurs. Et je Petit Papa Noël. Oui, j'ai eu Petit Papa Noël, j'ai eu Moulin des Amours pour d'autres chanteurs. J'ai chanté ça parce que j'étais tout petit et quand ma voix a mué vers 13-14 ans, ma mère a pas beaucoup aimé, mais ça faisait rien quoi. Ah oui, et c'est à cette époque que vous étiez effectivement, vous travailliez au Hall de Paris. Oui, parce très que jeune vous avez travaillé. C'est-à-dire que c'était une époque un peu moins stupide que la nôtre, dans la mesure où, d'abord, le côté protéger les enfants, les empêcher d'être exploités par les adultes, c'était bien, mais c'était une grosse connerie. Quand on était môme à l'école, à 10-12 ans, on allait donner un petit coup de main aux fleurs, parce que vous parliez tout à l'heure de la boulangère rue Turbigo, mais c'est mon quartier, rue Saint-Martin, rue Turbigo, rue Montorgueil, Les Halles, Saint-Eustache. Et quand on était môme, on gagnait pas beaucoup d'argent, on gagnait quelques pièces, mais bon, on donnait un coup de main aux fleurs, parce qu'on avait 12 ans, 13 ans. Et quand j'avais 14 ans, j'allais travailler à la fin du lycée. Quand les vacances arrivaient, je travaillais pendant un mois et demi au Hall, aux légumes. Et j'étais rue Berger et je déchargeais des camions de carottes, de poireaux, de navets, de cerises. Et vous gagnez un peu d'argent avec ça. Mais j'étais payé mais j'étais payé comme un salarié, c'était pareil. Je donnais un coup de main l'été, et je donnais l'argent à ma mère et personne ne serait venu discuter. D'abord parce que quand vous avez 14-15 ans, si vous faites des conneries, un adulte vous reprend, vous dites rien. Si vous en avez 18 ou 20, quand il vous dit ton boulot est mal fait, ça passe pas de la même façon. Donc j'acceptais de me faire botter le cul si je faisais des conneries. Et puis quand j'ai fait la première, j'ai fini l'année au lycée, je voulais faire philo parce que j'étais intellectuel dans ma tronche et ils m'ont dit non, vous pouvez redoubler, vous êtes assez jeune. Moi je me suis tiré, je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit tu fais quoi? Rien, je suis parti, je vais travailler. Et le lendemain, j'avais du boulot rue Saint-Denis au fromage. Je précise au fromage parce que rue Saint-Denis a toujours une réputation. Ce n'est pas... Elles ont disparu aujourd'hui de la rue Saint-Denis, ces femmes. En haut, je pense qu'il doit en rester un peu, mais elles étaient sympas parce que quand on travaillait au Hall, je travaillais au Hall au fromage et je commençais très tôt et on allait casser la croûte à 8h avant que les clients arrivent et on était dans les
tabac, les cafés, où il y avait les dames qui travaillaient, elles étaient plutôt sympathiques. Oui. Ah oui. Ouais. Et le soir, alors, c'est dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germain-des-Prés que vous avez fait vos débuts de chanteur? J'ai fait ça. À l'époque, j'avais signé un contrat chez Barclay, mais j'avais tellement de talent et tellement de succès que j'ai passé quelques années à attendre. Donc j'allais dans les cabarets pour gagner ma vie. Et puis j'ai travaillé aussi chez Barclay en même temps. C'est-à-dire, je travaillais au stock parce qu'il fallait nourrir la première petite qui venait de naître, qui s'appelle Guénaël. Et je travaillais au stock et je faisais des cabarets. Puis un jour, j'ai pas pu faire et le jour et la nuit, et j'ai arrêté. J'ai fait que la nuit. Et vous faisiez les cabarets comme toute la génération. Avec la guitare rando. Oui, c'est ça, la guitare. Et on passait d'un cabaret à l'autre, d'un restaurant à l'autre. Et puis ils étaient radins, ils payaient pas beaucoup. Mais il faut dire aussi qu'il y avait des cabarets où il y avait 3 clients par jour, quoi. J'allais au tire-bouchon. Je me rappelle du tire-bouchon parce que c'était les tout débuts. Donc j'avais ma guitare, chantais mes chansons et j'avais 3-4 clients. Et puis le lendemain, c'était les mêmes. Et le jour d'après, c'était les mêmes. Mais moi, j'avais 4 chansons. Donc c'était quoi votre répertoire à l'époque? C'était des chansons que j'avais écrites, des chansons que j'ai écrites après avec Francis Lemarque. Ah oui. Et des chansons de Bruant, oui. Ouais. Ce qui est intéressant, est-ce que vous avez eu, vous, je parle de ça parce que, évidemment, toute la génération des Pierre Perret et compagnie, on faisait la tournée des Rissé-Barrier. Rissé-Barrier. Mais même Brassens et Brel ont commencé tous comme ça. Au tire-bouchon, ils sont passés au tire-bouchon. Voilà. Et alors, juste, je sais pas si, je voudrais savoir si vous avez connu ça. Moi, un jour, Pierre Perret m'a dit, moi, il y a une expérience, quand vous avez connu ça, vous pouvez tout faire. Il me dit, je chantais quelque part et il y avait des gens qui bouffaient parce qu'il y avait des restaurants. Et il me dit, un jour, il y avait des clients devant moi. Il me dit, un peu plus bas, là, on est en train de manger. Ça, j'ai pas eu ça. Ça, vous n'avez pas eu, heureusement. Non, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu un monsieur extraordinaire que vous connaissez, Robert Lamoureux. Quand je passais au Don Camillo, alors j'étais pas connu du tout, j'étais vraiment en levée de rideau quasiment. J'étais avec ma guitare et il m'a dit, quand tu chantes, chante le plus doucement possible. Parce que ils vont finir par se taire. Et ce qui est vrai, si vous arrivez et vous essayez de surmonter la viande saoule, les conversations, parce qu'ils s'en foutent de ce que vous faites, si vous chantez tout doucement, il y en a toujours un ou deux à table qui s'intéressent et qui dit aux autres chut, et ils finissent par vous écouter. Mais vous avez quand même flingué 2 chansons. Ah oui. Et à l'époque, vous chantiez déjà le répertoire de Piaf, de Maurice Chevalier. Non, après. J'ai fait ça un peu plus tard. Moi, c'était plutôt les chansons de Bruant, c'était les chansons que j'avais écrites avec un homme extraordinaire, Francis Lemarque. Ah oui, à Paris. Ah, quel bonheur. Ah, sublime à chanson. Paris, quand un amour fleurit, Chanté ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Et oui. Et vous aviez connu aussi à cette époque comme Bernard Dimet, Syracuse, André Berkoff. Bernard, alors il y a une anecdote avec Bernard d'abord parce que il avait une chérie, il se disputait de temps en temps avec. Bon, il adorait quand même picoler. C'était vraiment un génie, un artiste. Mais comme il était pas de gauche, on parlait pas beaucoup de lui comme poète. Mais de temps en temps, il faisait des chansons et quand il fait Syracuse, j'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques ou Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent dans le vent. Oui, il y a un truc avec leurs ailes souvent. Bref, c'était un copain et on faisait des cabarets ensemble. On faisait des cabarets chez Joatia, enfin des trucs comme ça. Puis quand il était un peu à côté de ses pompes parce qu'il avait un drame, il est venu à la maison. Il avait dormi en bas, il y avait le studio et tout ça. Et j'ai écrit avec lui des chansons parce qu'on avait été, on avait la fille à Joatia, des voyous connus quand même. Et grand banditisme. Voilà. Et il y avait un peu de bruit et les voisins se plaignaient au-dessus. Donc on pouvait plus jouer, on pouvait plus rien faire. Et on passait ensemble dans les cabarets. Alors moi je faisais la cuisine et on faisait des concours. On écrivait des chansons. C'est-à-dire j'écrivais un couplet, puis il écrivait un deuxième, et j'écrivais le troisième, et ainsi de suite. Et j'ai une chanson qui s'appelle Chez toi Nicole. Si un jour vous retrouvez ça dans les vieilles Nicole. Je connais pas. Voilà. On va la chercher. Mais c'est vrai, Daniel, vous avez parlé effectivement de Barclay. Vous avez signé votre premier contrat avec lui. C'était en 1966. Oui. Et effectivement, il a fallu que vous attendiez 4 ans pour connaître le succès. C'était avec La Tendresse, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'avais fait un titre, un disque avec 2 titres. Rien, ça intéressait personne. On avait fait de la promo d'ailleurs avec Bachung. Un jour, on était allé à Lille sur FR3 faire la promo de cette chanson. Lui, il était pas plus connu que moi. Et quand on est rentré, c'était en 68. Quand on est rentré, il m'a dit viens, on va aller voir des potes. Et on est allé chez ses potes à Neuilly. Ils avaient une vingtaine d'années. Beaux, les filles étaient belles, les mecs étaient beaux. Ils avaient des jolies voitures en bas et ils nous parlaient des ouvriers. Et j'ai trouvé ça très touchant d'avoir
voir des gens plein de pognon qui nous parlent des ouvriers. Donc ça, c'est l'aventure avec... Et qui pensaient connaître beaucoup mieux que vous la classe ouvrière. Ah mais énormément, c'était sûr, non, c'était sûr. Et donc c'était avec Alain, et on a fait 2 chansons, j'ai fait 2 chansons qui n'ont pas marché, un album sur les chansons Paname et tout ça, on a eu un bide, 12, on en avait eu 12 ou 13, enfin bref. Ouais. Et puis, un jour, il y a un directeur artistique qui m'a dit, écoute, tu vas faire cette chanson, c'est La Tendresse. Je trouvais ça nul, parce que les paroles, elles étaient nulles quand même. Hein. La tendresse, c'est tout d'abord un léger fil qui se balance au gré du vent entre 2 cœurs. Enfin bon, c'était nul, quoi. Non, mais c'était joli, mais c'était pas dans le truc. C'est pour ça d'ailleurs on vous l'a suggéré, on vous a dit écrit sur La Tendresse. Oui, c'est-à-dire c'était Léo Missire, Patricia Carlet avait fait cette chanson pour Mireille Mathieu. Et j'ai dit non, et il m'a dit si, la mélodie est super, le refrain est super, fais ce que tu veux, change les paroles. J'ai mis 20 minutes, j'ai changé, j'avais 20 piges, et en réalité, je me suis rendu compte que j'avais une maturité à l'époque. Aujourd'hui, elle est tout à fait d'actualité. À l'époque, c'était un peu léger, quoi. Et ça a marché tout de suite? Non, pas du tout. Les radios n'en voulaient pas, parce que je devais agacer avec mon accent parigot. Et les discothèques passaient ça l'été. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde se trémousse et le slow, c'est le slow. Ça draguait un max. Et en septembre, on a commencé à parler de moi, oui. Ah oui. Et en 74, eh bien, vous sortez un disque dans lequel vous reprenez les chansons de Piaf. Écoutons-en une. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Il y a une ambiance, rien de rien. Il y a une ambiance dans le studio. Eh oui. Daniel Guichard, à l'époque, quand vous sortez ce disque en hommage à Piaf, ça a été une façon, en quelque sorte, de revendiquer votre identité de parigot. Oui. Vous en avez parlé il y a quelques instants sur Sud Radio. C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez un vrai titi parisien. Mais je le suis toujours dans l'âme, d'ailleurs. Ouais. Mais il faut que vous sachiez une chose. 74, c'est le début de ma liberté en tant qu'artiste. Parce que Barclay avait déchiré le contrat. Il m'a dit, avec sa petite manière, tu vas faire producteur et je vais te distribuer. Parce qu'en réalité, l'anecdote que j'ai racontée souvent, c'est que le disque d'avant, c'était Chanson pour Anna, avec la chanson pour Anne Frank, et Mon Vieux. Et le partage se faisait d'une façon simple. Tu amènes toutes tes chansons, j'amène toutes mes chansons, on en choisit 6. Voilà. Et toi, tu en choisis 6 autres et on te laisse même si on n'est pas d'accord. Et ils ont choisi 6 chansons, il faut le faire, 6 chansons. Et il y avait Chanson pour Anna. Et parmi les chansons que j'avais amenées en disant j'aimerais bien les enregistrer, il y en avait une, ils m'ont dit écoute, on te la laisse enregistrer, ça coûtait cher un disque, hein. On te la laisse enregistrer, mais ça marchera pas parce que c'est démodé. C'était Mon Vieux. Donc, un an après, j'en ai parlé avec Barclay. Voilà, Barclay a déchiré le contrat. Et en 74, J'étais artiste, producteur, distribué par Barclay. Et à ce moment-là, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Donc j'ai fait Je t'aime, tu vois d'un côté, et les chansons de Piaf de l'autre. Je m'amusais à faire des albums. Bravo d'avoir... Non mais il fallait le faire aussi, de reprendre après Piaf, quoi. C'était pas évident. Non, je l'ai fait, et en sachant, je suis content de ce qui est arrivé à Bruel avec les amandes de Saint-Jean, des trucs comme ça, mais je l'ai fait pour le plaisir. C'est-à-dire, je me suis dit, je le fais, c'est Je t'aime, tu vois, l'album. C'est les chansons de Je t'aime, tu vois. Et la chanson de Piaf, c'était pour le plaisir. Comme Chevalier, c'est pour le plaisir. Et les chansons de Trenet, c'est pour le plaisir. Voilà. Ah oui. Et vous le disiez tout à l'heure, votre accent de parigot, ça en agacait plus d'un dans le métier. Oh là là, puis toujours. Oui. Toujours. Ouais, on en a discuté un jour avec Renaud parce que ça le faisait marrer. Il connaissait mes chansons par cœur et les producteurs de ces 2 premiers disques, je crois, venaient de chez Barclay. Il y avait François Bernem et je ne sais plus une femme qui travaillait à la direction artistique. Ils ont produit les 2 premiers albums de Renaud et ils ont réussi avec lui ce qu'on a raté avec moi, quoi. Ah oui, incroyable. Vous êtes toujours aussi fier aujourd'hui, effectivement, de vos origines parisiennes. Ouais. C'est-à-dire que les vrais Parisiens, il y en a plus des masses, et les vrais Parisiens, ils arrivent de partout, quoi. Ah oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du Paris d'Anne Hidalgo, Daniel Guichard ? Pourquoi vous voulez que je sois méchant ? Mais vous aimez les rats ? Non, alors je vais vous dire, on va parler des rats parce il y a eu hier soir chez Cyril Hanouna une boulangère de la rue Turbigo qui parlait. Mais bon, allez, je vais vous parler des rats rapidement. Quand je travaillais au Halles, les rats, il y en a toujours eu. Il y avait 4 ou 5 sous-sols dans le ventre de Paris de Zola. Il était réel. Moi, je travaillais aux légumes et quand vous amenez des melons bien mûrs et que vous finissez de travailler et que vous reprenez le mardi parce que le lundi il n'y avait pas de travail. Non, c'était
le lundi soir qu'on prenait parce qu'on arrêtait le dimanche midi. Vous allez chercher le diable à moteur, et les rats, ils ont becté tous les melons qui étaient mûrs. Mais vous en voyez partout. Alors de temps en temps, on joue au foot avec quand même, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais je pense pas qu'en ayant construit ce qu'ils ont construit à la place des Halles, ils aient pensé une seule seconde qu'il y avait des centaines de milliers de rats en dessous. Oui, c'est ça, ils n'ont pas dû penser. Ils n'ont pas pensé du tout. Non, mais en fait, juste un mot. Par exemple, ce Paris d'aujourd'hui. Oui. Par rapport il au est Paris effrayant. Non, il est effrayant. Sincèrement, je vous dis, je plains les Parisiens, je plains les gens qui habitent la banlieue et qui viennent travailler pour quelques instants ou pour la journée à Paris. Je les plains. J'ai vraiment, c'est une horreur. Je pense que Hidalgo, Madame Hidalgo, parce qu'il faut être poli quand même, Madame Hidalgo et les bras cassés qu'elle a autour d'elle, c'est vraiment tous des incompétents, des incapables. Les précédents étaient pas mal non plus, mais j'ai peur, je vous le dis franchement, et sincèrement, j'ai peur que nous soyons la honte du monde entier l'année prochaine. Ouais, avec les Jeux Olympiques. Ah, j'ai peur de ça. Parce qu'on a une bande de baltringues qui ont de la théorie. Ils n'ont pas tort, parce que protéger la planète, protéger les oiseaux, protéger les êtres humains, c'est bien. Mais être aussi abruti, quelquefois, il y a des décisions qui sont effrayantes. Moi, je vois, là où je suis garé, parce que je suis sur Paris, les plots de béton qu'on file au milieu du bois dans la nuit, on peut se les manger, uniquement pour laisser passer un vélo qui passera jamais, et pour rétrécir les voies, pour faire en sorte que les automobilistes ne veulent plus venir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus y vivre dans la capitale. Alors que Paris n'est pas un musée, c'est pas Venise. Paris est une ville où on travaille, Paris est une ville où on s'échange, Paris est une ville où on bouge. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ce qui est important, une ville, une capitale comme Paris, on peut penser à la moderniser, on peut penser à faire des transformations pour la santé des gens, parce que c'est vrai qu'il y a moins de fumée de charbon, il y a moins de maladies, mais il y a un moment où, quand dans la théorie on décide que arbitrairement dans quelques années il n'y aura plus une bagnole qui marche au carburant, non, mettez le temps. Les ingénieurs des constructeurs automobiles sont des gens intelligents. Ils sont capables de faire des évolutions de façon un jour à ce qu'on ait des voitures qui polluent presque plus. Ça y est déjà pour le diesel, même pour le diesel. Bien sûr, ça y est déjà. Bien sûr. Daniel Guichard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On l'a dit tout à l'heure, vous avez sorti un titre inédit sur la présidente de la Commission européenne. Elle est suggérée. Ursula. Vous n'avez pas de tendresse pour elle, Daniel Guichard? Non, parce qu'elle a été élue par personne. Exactement, vous avez entièrement raison. Eh bien, on va l'écouter dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? Ursula, depuis que tu es là. Ursula, ici plus rien ne va. Ursula, c'est dur d'être avec toi. Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? Ursula, va t'amuser chez toi. Ursula, quand est-ce que tu t'en vas? J'y peux rien, c'est comme ça, j'étais bien mieux sans toi. Tu prends des décisions sans vraiment t'inquiéter de savoir si c'est bon pour ma sécurité. C'est un grand tourbillon que tu as déclenché. J'ai pas la solution, je peux rien empêcher. Ursula, c'est votre dernière chanson, Daniel Guichard, qui est consacrée donc à Ursula von der Leyen. Oh, je pense à elle. Elle est bien coiffée, elle est gracieuse, elle est souriante, elle prend plein de décisions. C'est pas toujours les bonnes, parce que il y a des choses qui m'effraient. On parlera peut-être pas de l'Ukraine, mais il y a des choses qui m'effraient. Lesquelles? Les choses qui m'effraient d'ailleurs, parce que je l'ai raconté plusieurs fois. Ma mère est née en Pologne, ça s'appelait Kadlubiska. Aujourd'hui, Kadlubiska, c'est en Ukraine, et c'est à côté de Lviv au lieu d'être à côté de Lvov. Mais peu importe, je me dis que lorsqu'on est dans un monde dangereux, la première des choses pour n'importe quel responsable d'État, c'est de chercher la paix. Et ça n'est pas en envoyant des canons, en disant on va vous faire des misères, qu'on a raison. Est-ce qu'ils ont raison? Non. Vladimir et ses cosaques, il n'a pas obligatoirement raison. Ceux qui ont en face ont fait brûler 48 personnes dans la maison des syndicats à Odessa. Faut le rappeler. Et ceux qui ont tué dans le Donbass depuis 2014, 15 000 hommes, femmes et enfants. Oui, mais c'est-à-dire, on va se faire traiter de tous les noms, donc je m'en fous. Mais ni l'un ni l'autre n'ont raison quand on se fout sur la gueule. Par contre, quand on est chef d'État, quel que soit l'État,
ça. On essaye par tous les moyens d'amener la paix. Pourquoi ? Parce que les guerres, c'est des grandes maladies. Ça se répand partout. Et en ce moment, ou à moins que certains le cherchent, mais en ce moment, c'est tellement terrible. J'entends les conversations qu'on a en ce moment. Oui, l'énergie, on va dire, on va contrôler, mais il fallait pas y aller jusque-là. Tout ce que les décisions de ma camarade Alex Chef, hein, c'est pas elle qui a pris toutes les décisions, Ursula, mais toutes les décisions d'indépendance de l'énergie, de toutes les décisions, même pour fabriquer des fromages, ils disent que des conneries, quand même. On fonctionnait plutôt pas trop mal. Les règlements européens, oui. Enfin, ah oui, c'est infernal. Vous êtes pour la sortie de l'Europe ? Ah oui, complètement. De toute façon, j'ai jamais raconté pour qui je votais. Mais je vais vous dire franchement, j'ai voté contre Maastricht. Mais il faut reconnaître que François Mitterrand, il a fait un bon numéro à la télé qui a précédé. Il est très bon là-dessus. Ah oui, il a été très bon. Donc ça veut dire que Maastricht est passé de pas grand-chose. J'ai voté non aussi à la Constitution parce que ça me paraissait... On peut être européen. Comme 55% des Français. Oui, mais là, on s'est assis dessus. Hein. Enfin, ils se sont assis sur nous. Moi, quand je dis que je suis européen, quand j'étais gosse, je suis allé en Allemagne, je suis allé à Kiev, je suis allé à Odessa, je suis allé à Sébastopol, je suis allé à Yalta, je suis allé à Artek. Je connais un peu. J'ai traversé en train avec d'autres mômes les plaines de la Pologne. Je suis européen. J'ai toujours été européen. Mais pas leur Europe à eux. Elle me plaît pas du tout. Et oui. Alors que répondre à Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français ? Donc il a dit que la France devait s'appuyer sur l'Europe pour consolider son indépendance. Qu'avait envie de lui répondre ? Mais il fait son turbin, c'est un young leader et il est pas tout seul dans les ministères. Il y a des young leaders, c'est-à-dire que le Klaus Schwab et tous ces gens qui sont très posés, qui ont fondé Davos, donnent des titres, c'est-à-dire des sucres d'orge, des sucettes à des jeunes qui sortent de toutes les grandes écoles. On lui dit vous êtes un young leader, un jour vous serez un vrai chef, et ils sont en train de mettre en application ce qu'ils sont persuadés d'être vrai. C'est leur conception, c'est pas la mienne. L'ennui, c'est qu'on est quand même quelques millions à ne pas penser comme ça en Europe. Je parle même pas de la France, on parle même pas de ce qui se passe en Hollande. Ils ont fait des mois à bloquer le pays, à faire tout. On n'a pas eu un mot chez nous. Non, mais ce qui est incroyable, je reviens à Ursula. Quand même, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de clair. On a beaucoup parlé ici à Sud Radio, mais partout. Enfin, Ursula, qui n'a été élue par personne, vous l'avez dit, c'est elle qui a, rappelez-vous, négocié les milliards de doses. Oui, voilà. Alors, 71 milliards en tout. Oui, mais on peut dire quand même, parce que les Polonais et les Hongrois ne sont pas d'accord, mais il y a quand même, c'est 4 milliards et quelques de doses, c'est-à-dire 10 doses par Européen. C'est ça, 10 doses par Européen. On est 400 millions, 4 milliards, qui ont d'ailleurs, ça a coûté 71 milliards, et quand on demande à Ursula et au Conseil européen, enfin à la Commission européenne, mais dites-nous, enfin après tout, vous parlez en notre nom, bon, on a reçu beaucoup de parlementaires européens. Qui ont fait leur boulot, hein. Exact, sauf qu'ils n'ont pas pu voir les contrats qui sont biffés. Oui. Deuxièmement, les SMS échangés entre Ursula von der Leyen, et ça vraiment, votre chanson, elle tombe vraiment à pic, et Albert Bourla, le PDG Pfizer. C'est un pote, ils se sont fait des bisous. La photo est très belle, ils se font des bisous. Et il faut aussi, on va pas parler du mari de Ursula, parce que ça serait méchant, et on se doit de ne pas s'occuper des affaires de famille. Mais je crois qu'il est aussi dans les problèmes génétiques, des produits de recherche. C'est intéressant. Donc, est-ce que vous avez envie maintenant, juste une question après, de faire plusieurs chansons comme ça, un peu engagées, ouais. C'est pas engagé, ça me fait marrer. C'est-à-dire, cette chanson, écoutez, il y a une anecdote. Cette chanson, je l'ai faite parce que mon épouse Christine, je jouais la chansonnette comme ça, le refrain, et ça l'a fait marrer. Je me suis dit, ah bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors j'ai poussé, elle et mon fils Joël se sont marrés, je suis allé jusqu'au bout, et une confidence, faut pas le dire, la voix de l'enregistrement, je l'ai enregistrée avec un micro sur mon ordinateur dans mon camping-car. Ah d'accord, carrément. On a fait la chanson dans le camping-car. Oui. Alors après l'Europe, parlons d'un autre sujet qui vous tient à cœur, Daniel Guichard, c'est l'insécurité en France qui ne cesse de grimper. Vous l'avez déjà dit dans des interviews, vous êtes inscrit dans un club de tir. Mais on est beaucoup. Oui, vous êtes nombreux en France et de plus en plus effectivement. Oui. J'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes dit, je vais apprendre à tirer. Ce que vous venez de dire, c'est la montée de l'insécurité. C'est-à-dire, non, d'abord parce que quand vous avez une arme, c'est pas un lance-pierre, donc
Donc, vaut mieux savoir. Si vous achetez une cocotte minute, on va vous expliquer comment il faut faire pour pas vous brûler. Si vous avez une arme pour un jour, peut-être ne jamais vous en servir, mais vaut mieux savoir s'en servir pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, on s'inscrit pas à un club de tir pour flinguer tout ce qui bouge dans la rue. Donc, vous avez une arme chez vous? Ça, c'est un autre problème. Ouais. Ça, c'est son problème. Et par exemple, demain, vous êtes agressé ou un de vos proches est agressé, vous êtes prêt à prendre tous les risques? À quel niveau? Si c'est un abruti et que ça n'est qu'un abruti, on s'en va, on lui met un truc sur la tronche. Non, mais moi, Daniel, je vais vous donner un exemple très précis qui s'est passé, et il y en a eu plusieurs autres. Par exemple, il y a eu récemment quelqu'un, un cambrioleur est venu chez lui. Bon, il a réagi, c'était plusieurs. Il avait une arme, il a tiré dans les jambes. Et bien, c'est lui qui a été en prison. Oui, c'est ça. Et après, il a tué des gens. Si ma mémoire est bonne, c'est pas le personnage en question. Il y a quelqu'un qui a pété les plombs et qui a commencé à tirer sur tous les étrangers parce qu'il a eu ce genre de comportement. Est-ce qu'il a bien fait? Non. Mais est-ce que la justice a été bien? C'est pas sûr. Ce qui veut dire que quelque part, on est dans une situation où on ne peut pas faire vraiment le tri au moment où quelqu'un est chez vous en train de voler vos couverts, les fourchettes, les couteaux. Bon, à la limite, on prend ce qu'il y a et on lui met sur la tête. Mais s'il vient avec une envie de vous faire du mal, vous tabasser, etc. Non, tabasser encore, bon, mais j'attendrai pas qu'il me tabasse. Mais je sais que je finirai en prison, tant pis. Oui, ça ne vous effraie pas? Ça me fait pas plaisir. Et je connais pas un individu avec qui on va dire, tu sais, si quelqu'un veut essayer de tuer tes proches et que tu leur tires dessus et que tu finis en prison, est-ce que tu es content? Non, mais ça sera même pas un regret. C'est-à-dire que dommage, on tue pas les gens comme ça. Mais pourquoi ils voudraient tuer mes proches, ma femme, mes enfants et tout? Non, jamais. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du port d'armes en France? C'est dangereux. On n'est pas au Texas. Au Texas, il faut que les armes soient portées à la vue de tout le monde. La légalisation, le port d'armes, il est vraiment certain que si vous avez des graves menaces, et Dieu sait que maintenant n'importe quel abruti peut vous menacer de mort, il faut prendre ça au sérieux, et que vous n'avez pas les moyens d'avoir 3 gardes du corps. Bon, si vous vous entraînez, si vous passez tous les examens de qualification de sécurité de tir et que vous êtes il faut maîtriser, bien sûr. Il vaut mieux. Non, mais il vaut mieux. Là, on s'énerve pas dans ces cas-là, parce que le résultat, il est catastrophique. C'est clair. Oui. Daniel Guichard, écoutons une autre de vos dernières chansons, Un matin sur la terre. Un matin sur la terre, quand la peur s'en ira, Puis là, ça, on pourra tout refaire, toi et moi. Encore une fois, un matin Sur la terre. Daniel Guichard, cette peur que vous évoquez, c'est en référence à celle qu'on nous a infligée depuis le Covid? c'est pas de la peur, c'est une espèce d'incompréhension et de lassitude par rapport à la connerie. On m'a toujours dit, depuis que je suis gosse, que la connerie était incommensurable. Et à ce niveau-là, ça bat tous les records. C'est-à-dire que même les livres de science-fiction qu'on lisait quand on avait 15 ans, c'est dépassé. C'est-à-dire que se faire un papier pour se mettre soi-même en prison, pour autoriser, je m'autorise à faire pisser le chien. Confinement, oui. Mais oui, mais c'est une espèce d'horreur, c'est quelque chose d'effrayant. On s'est mis en prison soi-même. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je suis inquiet? Oui, je suis inquiet parce que on est des gens civilisés. Je disais tout à l'heure, André, que les épreuves que nous venons de traverser depuis 2 ans et demi, y compris la grève des carburants dans les grandes zones, c'est-à-dire le Nord, l'Île-de-France, Marseille, Lyon, on est quand même presque 30 millions de personnes. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu quelques incidents, un peu de police par-ci par-là, mais les gens acceptaient de passer des heures pour avoir du carburant, pour aller gagner leur vie. Et il n'y a pas eu d'incident. On peut dire que c'est le hasard des événements sociaux, mais on peut dire aussi quel merveilleux test en grandeur nature. Ça, c'est effrayant. Est-ce que le Covid ne vous a jamais effrayé? Non, parce que j'ai toujours 3 doses de retard et que je m'en fous. J'ai attrapé le Covid, j'ai fait confiance à mes médecins, j'ai eu mon traitement, j'en ai eu pour 4 jours, la fièvre, j'étais pas bien, et puis ça va, ça fonctionne, oui. Est-ce que quand même, je voudrais revenir à ce que vous avez dit, effectivement, les gens acceptés. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même? C'est très bien qu'il n'y ait pas eu d'insurrection devant les pompes à essence, etc. Heureusement. Mais je reviens à ce que vous disiez par rapport à l'autorisation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui
qui vous inquiète un peu, enfin moi, c'est cette espèce de passivité. Voilà, on est confiné, on fait sa propre attestation. Alors on essaie de tourner parce que chacun essaie de tourner. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de culture de la passivité ou de la résignation? Non, ça se termine en auto-hypnose. Mais il y a une chose, André, qu'il faut regarder. Et souvent, j'ai entendu dans des interviews des gens qui disaient le test de la grenouille. Mais on l'a eu là, en grandeur nature, le test de la grenouille. Le jour où Emmanuel nous a dit, il faut pas, à partir de demain après-demain, vous sortez plus, on va lutter contre le virus. Bon, on n'y connaît rien, ce virus à la con, il est arrivé, on savait pas, il venait de chez les Chinois, on le prenait avec des baguettes, on savait pas. Bon, on rentre à la maison, on se dit, on reste tranquille, ça va durer 8 jours, 3 semaines. Bon, on va voir. Et puis ils nous ont fait les prolongations. Et puis ils nous ont dit les masques. Et puis ils nous ont dit plein de trucs. Et il y a eu une espèce de système qui a fait comme la grenouille dans l'eau froide, qu'on fait tiédir. Ils n'ont pas encore fait bouillir l'eau. Mais avec les boulangers, avec ce qui arrive, avec les gens qui vont avoir les factures à payer, là, l'eau va commencer à être chaude. Mais il va peut-être être trop tard pour sauter. Ce que disait, dans une interview que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, il y a une différence entre la grenouille française et la grenouille allemande. C'est que la grenouille allemande, même quand ça chauffe, elle sort. Elle saute de la casserole. Et nous, on était là, on est fatigués, on est là. Vous pensez que même si l'eau bout, on ne sortira pas de la casserole? C'est trop tard. Elle bout pas encore. Non, elle bout pas encore. Mais elle est très chaude. Je vous signale que ce qui s'est passé, si vous vous remémorez de 2020, mars 2020 et tout ce qui a suivi, bon, ok, c'est une saloperie, les gens meurent, il va y avoir 500 000 morts. Enfin, peu importe, les experts qui nous ont raconté les modélisateurs. Ça. Voilà, les modélisateurs. On pouvait leur faire confiance parce qu'à partir d'un certain stade, ils avaient l'air d'être sérieux. Et les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. Ah oui. Et on a vu le résultat. Et on voit le résultat. Absolument. Ah oui, il faut le préciser, Daniel Guichard, effectivement, vous n'avez pas été vacciné contre le Covid, mais vous n'êtes pas contre la vaccination. Non, absolument pas. Par contre, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les vaccins ont fait leurs preuves. Au départ, tous les vaccins ont eu des milliers d'effets secondaires, quelquefois catastrophiques, dramatiques, mais au fur et à mesure que les années ont passé, le tir a été corrigé, les composants ont été travaillés, et bon, c'est quand même de l'ordre de plusieurs dizaines, pour pas dire plusieurs centaines de milliers de cas à chaque vaccin, c'est-à-dire étalé sur 20 ou 30 ans, il y en a. Mais je crois que toutes les enquêtes qui ont été faites, il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires que sur ce qui nous est arrivé là en 1 an et demi. Ceci étant dit, moi j'ai conseillé à des proches de se faire vacciner parce qu'ils avaient des cas qui risquaient d'être embêtants, diabète. Et moi je suis contre, alors je le dis franchement, je suis pas contre la vaccination des enfants puisque j'ai 7 enfants et que les vaccins qu'on mettait au départ... Qu'est-ce que vous avez conseillé à vos enfants alors? Mes enfants, ils ont tous été vaccinés. Les vaccins de base, mais les 11 vaccins que vous filez à un nouveau-né aujourd'hui, attendez... Il y a énormément de professeurs de médecine qui s'élèvent contre ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas indispensables. Vos enfants n'ont pas été vaccinés contre le Covid? Je ne sais pas si certains d'entre eux l'ont été par contrainte, par choix, mais dans l'ensemble, il n'y en a aucun. Non, mes 3 derniers garçons, non. Les 3 derniers garçons, non. Les autres, j'ai une fille qui est américaine, qui est mariée, qui a un garçon là-bas. Je pense qu'elle s'est peut-être fait vacciner. Mes autres, non, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a une qu'ils ont été obligés pour des raisons professionnelles, oui. Oui. En tout cas, quand vous partez en tournée, vous l'avez déjà déclaré dans des interviews, la grippe, vous vous faites vacciner contre la grippe. Ça, oui, clair, maintenant, mais maintenant que je me suis intéressé et que j'ai entendu, que j'ai lu, que j'ai regardé tout ce qui est et des experts comme le professeur Perron et autres qu'il faut prendre en considération. Je dis bon, ok, la grippe, je me la suis mangée il y a quelques semaines, j'ai eu 42 fièvres, ça va. Je pense que si j'en ai une, elle sera pas très grave, quoi. Non, et puis surtout, enfin, on va pas rester sur les vaccins parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Oui. Je pense simplement que là-dessus, effectivement, que chacun ait le choix. Le problème, c'est qu'il y a eu des obligations. Il y a une obligation. Mais pourquoi on parle si peu des suspendus, des soignants suspendus, des gendarmes suspendus, des militaires, des pompiers? On fait venir 300 pompiers de toute l'Europe et on en a plusieurs milliers, je crois, qui sont bloqués, suspendus. Quand on dit suspendus, on dit tiens, ils sont accrochés avec un fil et puis Non, ils ne touchent pas de salaire depuis septembre, pas de l'année dernière, l'année d'avant. Septembre 21. Septembre 21, ils peuvent pas aller au chômage, ils peuvent pas être suivis, ils peuvent pas chercher un autre boulot puisque de toute façon, il y en a qui ont abandonné. Mais c'est monstrueux.
Comment est-ce que vous pouvez, à 20h tous les soirs, prendre vos casseroles, dire bravo, 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 et le jour où on en met des milliers à la rue, parce que c'est à la rue, personne ne bouge une oreille. C'est comme les boulangers. Vous avez besoin de pain, mais il y en a qui vont fermer la boutique. C'est clair, oui. et ça commence Et déjà. certains ont déjà fermé. Daniel Guichard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on donnera la parole aux auditeurs. Certains veulent absolument vous parler. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Merveilleuse chanson. C'est écrit pour qui ça C'était la musique de Christophe. Elle chante bien. Hein. Elle chante bien. Et Si vous voulez me produire, Daniel, avec plaisir, je rêve de chanter. Bon, on vous verra ça plus tard. J'ai un petit souvenir, juste une petite anecdote. J'ai un petit souvenir quand j'enregistrais cette chanson, Faut pas pleurer comme ça, c'était en 72. Et j'ai un copain qui est venu me voir dans le studio. C'était Jean-Claude Boutier. Il était en train de préparer le combat contre l'Europe. C'était un match contre le championnat d'Europe. Et il était venu me voir. J'ai toujours eu, chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à Jean-Claude. Ouais, c'est vrai. Elle est sublime. Alors, Daniel Guichard. Et aujourd'hui, vous pensez aux hommes politiques, hein. Mais je pense faut pas qu'ils pleurent. Hein. Non, mais ils pleurent tout le temps. Même les discours qu'ils font, ils ont l'air comme ça, gentils, autoritaires, puissants, mais ils sont lénifiants. Style, on va s'occuper de vous, on va vous donner des aides, mais ça sert à rien. Virez votre système à la con et ça ira très bien. Daniel Guichard, on va rejoindre le standard de Sud Radio. De nombreux auditeurs nous ont appelés pour 0826 dialoguer 300. avec vous. Effectivement, on va donner tout de suite la parole à Claudine qui nous appelle de Niort. Ah bah Niort, j'y suis le 28. Exactement, 28. Vous y êtes le 28 janvier. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Daniel Guichard, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Eh ben bien. Je suis très très heureuse de vous entendre parce que je suis enchantée de vos prises de position qui sont tellement rares dans votre métier. Mais vous inquiétez pas, le métier est une chose où les gens de ce métier, il y a ceux qui sont intelligents et qui ont compris qu'il y a tellement de bidons qui sont autour de nous qu'il vaut mieux se taire quelquefois. Et les autres, ceux qui ont des positions, quand ils les expriment, j'ai bien aimé tout à l'heure, parce que mon camarade qui est venu et qui a dit ce qu'il pensait, Francis Lalanne, il a beaucoup apaisé son discours, mais ce qu'il dit passe beaucoup mieux. Oui, mais moi je suis vraiment moi vous avez marqué un peu ma vie, hein, parce que moi je suis née en 64, donc forcément vous êtes une gamine. Oui, par rapport à vous, oui, un petit peu. Enfin quoi, vous êtes jeune, vous savez l'âge. Mais c'est secondaire, vous inquiétez pas. J'ai jamais eu de problème avec le temps qui passe. Voilà, exactement. Puis je trouve qu'on est tellement mieux quand on est un peu plus âgé. Et on a eu des amis communs. Moi je vais vous le dire. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrick Cross. Oui. Qui était forain. Oui. Voilà. Et c'est le temps qui passe aussi. Et c'est le temps qui passe aussi, voilà. Et j'ai failli vous rencontrer à ce moment-là parce qu'on était assez proches, puisque c'est presque de la famille de mon ex-mari. Bon. Et donc. On se verra le 28. Alors, on se verra le 28. À Niort le 28, hein. On compte sur vous. J'aimerais bien, mais bon, financièrement, ça ne va pas être possible, mais ça sera avec regret. Bon, vraiment. écoutez, je vais vous inviter. Vous laissez vos coordonnées et je vous invite. Voilà. Délaissez vos coordonnées à Sud Radio, vous voyez. Je vous remercie beaucoup. C'est un vrai plaisir. Comme ça, on pourra peut-être qu'on pourra reprendre la conversation, mais j'aurai pas beaucoup de temps ce jour-là. Je vous invite et vous avec grand plaisir. Venez avec une personne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci à vous, Claudine. Laissez surtout vos coordonnées au standard de Sud Radio. On accueille maintenant Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Alors, bonjour Sud Radio. Déjà, André Berkoff, tous mes vœux. Merci. Tous mes vœux, à votre équipe pour 2023 et continuez ce que vous faites parce que c'est magnifique. Merci. Alors, on va essayer. Dites-moi. Ah, non, vous allez réussir. Et puis Daniel Guichard, monsieur. Oui. Monsieur Guichard. Tu peux m'appeler Daniel, t'inquiète pas, ça c'est va gentil, rouler. Je suis Jean-Claude, j'ai 68 ans, mais moi, monsieur, c'est une marque de respect. Mais j'ai compris le message. Et Daniel,
super, hein, super. Hein. Effectivement, hein, moi je trouve qu'il y a des chanteurs de texte. Alors j'ai 68 ans, hein, je suis né en 54. Hein, je t'ai découvert un petit peu sur le tard, hein, comme. C'est pas grave, c'est pas grave. On était pop et rock, hein, ça ne change rien. Hein. Mais par contre, quand j'ai entendu certaines chansons, et je connais pas tout ton répertoire, mais quand j'ai entendu des chansons de Daniel Guichard, bien sûr, tu nous as fait chialer. Mais tu nous as fait chialer positivement. Parce que ça, c'est un peu. À notre époque, c'était la vraie vie. Mais moi, c'est toujours la vraie vie. Vieux, Daniel, quand j'entends mon vieux, je suis désolé, est-ce que tu pourrais pas la transplanter à aujourd'hui? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les mêmes problématiques. C'est-à-dire que quand on voit son papa ou sa maman partir, alors le par-dessus n'est peut-être plus râpé, mais encore que, moi je trouve que c'est une chanson intemporelle. Mais elle est intemporelle, si je peux me permettre. Il y a une façon de voir. Cette chanson, elle va avoir 50 ans. Quand je l'ai chantée au début, c'était l'incommunicabilité entre le père et son fils. Les années ont passé, et je ne vais pas raconter les anecdotes qui me font dire ce que je vais dire, mais aujourd'hui, les parents n'ont pas du tout le même comportement avec les enfants. Ils les prennent dans les bras, ils les embrassent, ils leur disent je t'aime et tout. Sauf que quand la chanson passe, on se dit papa, il va partir. Et c'est là où l'émotion est toujours la même. Papa, il est encore là, mais il va partir. Et il travaille toujours pareil qu'avant. Et c'est pour ça que papa va en tournée aujourd'hui. Il va en tourner partout. Eh oui. Merci Jean-Claude. Daniel Guichard, il nous reste peu de temps. Un mot sur votre tournée, sur ce spectacle. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? On va y voir plein de chansons. On va y voir les anciennes, les incontournables, Mon vieux, La tendresse, Faut pas pleurer, et Le gitan et d'autres. Il y a un petit hommage que je rends à Jean Ferrat parce que j'ai une admiration sans borne pour Jean Ferrat. Puis il y a une chanson que je chante aussi de Brel parce que dans tous les tours de chant, il y a une Brel, il y a Edith Piaf ou une chose comme Maurice Chevalier, Edith Piaf. Ça, c'est Piaf. Enfin, c'est les incontournables. Et puis il y a quelques nouvelles chansons, dont Ursula. Ursula, bien sûr. Voilà. Et puis il y a des chansons que j'ai retrouvées parce que dans les radios, il m'est arrivé souvent d'avoir l'animateur qui me dit tiens, je vais passer, envoyer la musique. Mais je dis mais je l'ai jamais chantée cette chanson. Elle date de Mathusalem. Et puis je me dis mais il a raison, elle est belle cette chanson. Donc je vais commencer le tour avec ça. Mais il y a beaucoup de villes qui vont arriver. Je pense citer quelques-unes. Allez-y, citez-en plusieurs. Je vais aller vite parce qu'on est quand même pressé. Allez-y, on a Alors, c'est vrai qu'à la fin du mois, on a Tours, on a juste derrière, on a Niort, après on a le Rennes, Toulouse, Béziers, Vannes, Saint-Brieuc, Caen, Le Mans, surtout Le Mans j'adore parce qu'on y mange bien, Lyon, là aussi, il y a Mons, Liège, Lille, Pleumeur, c'est à côté de Lorient, Nantes, Dijon, Troyes, Reims, Clermont-Ferrand, Rouen. Si vous voulez avoir des précisions pour les jours, les heures de diffusion et le moment où le chanteur fait le chanteur, vous allez sur Internet, vous voyez daniel-guichard.com, vous allez avoir tous les renseignements et si vous avez besoin de téléphoner de temps en temps, vous aurez peut-être une personne charmante qui vous donnera tous les renseignements que vous cherchez. Daniel-Guichard, bravo, .com. Et je rajoute que vous êtes à Paris dimanche au Grand Rex. Ah, c'est vrai, oui. À 15h. Mais elle me rappelle la pression, tout, j'étais détendu ici, j'étais bien. Allez, c'est vrai. Mais j'étais obligé de dire danielguichard.com parce que si je le dis pas, Christine, mon épouse, qui elle s'occupe de tout ce qui est l'internet et de la boutique, va me souffler dans les bronches. Elle a raison. Merci à vous, Daniel Guichard. C'était un vrai plaisir d'être venu nous voir sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.